Le gouvernement burkinabé a carte blanche pour continuer l'action militaire contre les terroristes dans les zones sous état d'urgence. L'Assemblée nationale a donné son quitus pour la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 12 janvier 2020. C'était au cours d'une session spéciale tenue ce matin. Des précisions dans un instant. Il faisait partie des favoris, mais les éléphants se sont effondrés ce soir face au Fennec d'Algérie à l'épreuve des tirs au but. L'Algérie se qualifie donc pour les demi-finales et affrontera la Tunisie qui a battu Madagascar sur le score de 3-0. Et puis des missiles de l'armée française aux mains des forces du maréchal Haftar en Libye. L'information n'est pas démentie par Paris qui affirme que les armes en question ne sont pas fonctionnelles. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de suivre l'édition unique de ce jeudi soir sur la télévision du Burkina. Engagé depuis quelques années dans la lutte contre les groupes armés et les terroristes, le gouvernement burkinabé avait décrété l'état d'urgence en janvier 2019 dans certaines provinces du pays. Contexte sécuritaire oblige, l'Assemblée nationale vient de proroger de 6 mois cette disposition exceptionnelle qui reste désormais en vigueur jusqu'en 2020. L'objectif est clair, permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre les actions de sécurisation des zones concernées et d'accentuer le combat contre les terroristes. Le point de cette session spéciale avec Oscar Soulama et Tanga Kafando. À l'unanimité, les 110 votants ont adopté le projet de loi portant prorogation de la durée de l'état d'urgence pour une durée de 6 mois. La loi adoptée permet ainsi au gouvernement de reconduire l'état d'urgence pour 6 autres mois à compter du 13 juillet 2019, bien que l'article 2 prévoit la possibilité de mettre fin à la mesure par voie de décret avant son terme. Elle permettra également, entre autres mesures, de contrôler, interdire tout enseignement, presse, programme ou activité incitant à la violence, à la haine ou à l'extrémisme religieux, d'assigner à résidence toute personne qui incite, crée ou entretient le désordre de quelque manière que ce soit, de suspendre ou de dissoudre tout groupe ou association qui participe ou incite à la commission d'actes portant atteinte à l'ordre public. Les échanges qui ont précédé le vote de la loi ont permis de dégager les résultats de la mise en œuvre de l'état d'urgence décrété en janvier 2019 dans les 6 régions et les 14 provinces. Et parmi ces résultats, on retient entre autres 5 bases terroristes détruites, 22 écoles réouvertes, 1117 personnes identifiées et 110 personnes déférées au parquet du tribunal militaire. Dans un tel contexte sécuritaire, l'unité nationale et la cohésion sociale sont nécessaires pour faire face à l'ennemi commun. Le ministère en charge de la jeunesse veut justement engager les jeunes dans l'édification d'une nation unie et prospère. Les forats régionaux organisés en prélude du Forum national des jeunes sont placés sous ce signe. Le lancement de ces rencontres qui allient prospérité, donc qui allie proposition pour l'épanouissement des jeunes et lutte contre l'insécurité avec Salif Belem et Abdul Rasmane Zongo. Comment les jeunes peuvent-ils trouver eux-mêmes des souliers, des ballerines, bref, des chaussures tout court à leurs pieds? C'est l'une des problématiques de ces forats de zones lancés simultanément à travers tout le pays et dans la perspective du Forum national des jeunes censé se tenir au mois d'août prochain à Bobo-Dioulasso. Les jeunes doivent réfléchir et proposer des solutions à leurs angoisses et donc en lien avec leurs aspirations régaliennes, mais aussi en matière de combat contre le terrorisme. Le porte-parole national, lui, insiste surtout sur la mise en œuvre concrète des idées ou propositions éventuelles. Préparer la jeunesse, c'est avoir la volonté de développer le pays. Et c'est pour cela, l'occasion qui va nous permettre de réfléchir et de faire des propositions permettra donc à la jeunesse d'engager un contrat avec les autorités. Ça nous permettra à partir de cela de suivre qu'est-ce que l'autorité fait exactement pour la jeunesse. Message entendu par le gouvernement qui est sur la même longueur d'onde et prêt à accompagner, soutenir et encadrer les jeunes et non à décider à leur place. Nous avons opté, plutôt que de venir en top-down pour dire aux jeunes, voilà ce que nous amenons pour vous, nous voulons donc travailler avec les jeunes
Et c'est dans le cadre de leur initiative de les accompagner pour la mise en œuvre de leur initiative. Les 72 heures de ces forats régionaux vont être rythmées par des communications, entretiens et une mise en évidence du savoir-faire et des projets dans des stands d'exposition. Ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du FASO avant de poursuivre. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part à ce vendredi 12 juillet 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Au cours de cette session, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'UEMOA vont échanger sur l'état d'avancement du processus d'intégration régionale et sur les performances de l'organisation. À cet effet, ils examineront entre autres le rapport sur l'état de l'Union en 2018, le rapport général de la revue annuelle des réformes, des politiques, des programmes et projets communautaires, édition 2018, ainsi que l'état de mise en œuvre des grands chantiers de l'UEMOA. Cette session d'Abidjan connaîtra également, comme le stipule l'article 17 du traité de l'UEMOA, la nomination des présidents et des membres des organes et institutions de l'UEMOA. C'est signé donc de la direction de la communication de la présidence du FASO. Présent à Dakar dans le cadre des journées de promotion économique et commerciale du Burkina à Dakar, des membres du gouvernement ont échangé avec des entrepreneurs burkinabés résidant au Sénégal. Séduits par le cadre juridique et le climat des affaires au pays natal, plusieurs opérateurs économiques de la diaspora se sont engagés à investir au FASO. Si Dilareyen Maïmouna Traoré. Le ministre du Commerce invite les chefs d'entreprise burkinabés vivant au Sénégal à investir au Burkina Faso. Et il ne manque pas d'arguments pour convaincre les potentiels investisseurs. Pour lui, le pays regorge d'énormes potentialités inexploitées et le gouvernement a entrepris des réformes législatives et réglementaires pour faciliter les investissements. Avant, on se disait investir au pays, c'était un danger. Et là, aujourd'hui, au regard du climat des affaires, c'est une opportunité. Donc nos membres sont très satisfaits et mobilisés pour effectivement aller dans ce sens. Le gouvernement burkinabé, avec le concept B50, entend renforcer la contribution de la diaspora au développement du Burkina Faso. Nous avons décidé donc, au niveau de nos ministères de nous donner les moyens à chaque fois que nous avons la possibilité d'être dans une capitale, en tout cas autre que Ouagadougou, de rencontrer le monde économique de la diaspora burkinabé pour donc passer cette information, recueillir donc leurs propositions et voir ensemble quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour les accompagner pour leurs projets structurants au Burkina Faso. Voici comment est né le concept Business 50. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso s'est engagée à accompagner l'Association des entrepreneurs et incubateurs burkinabés vivant au Sénégal et avec l'appui de ses partenaires à faciliter le développement de ces projets au Burkina Faso. Une coalition d'organisations de la société civile pointe du doigt la gestion des sociétés minières au Burkina, jugée peu transparente selon elle. L'affaire du charbon fin a été longuement abordée au cours de la conférence de presse animée hier à Ouagadougou. Roger Kam, Maxime Zongo. L'exploitation de l'or au Burkina est un espoir déçu. C'est du reste l'avis d'un groupe d'OSCE au nombre de 5 qui a choisi de donner de la voix et surtout de dire haut ce qu'il pense de la situation. Face aux journalistes ce mercredi, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG, l'association Kogolzanga, l'association Mobilisation Emploi, l'association pour l'émergence locale et l'association pour les arts, la culture et le développement au Burkina estiment que les méthodes d'exploitation et de gestion des sociétés minières basées au Faso ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Les Burkinabés ont le sentiment que l'exploitation de leur sous-sol
pourtant riche et promoteur, est fait à leur détriment. Ils ont le sentiment d'être pauvres de leur richesse. C'est un truisme de dire que partout, les plaintes se multiplient. Les animateurs de cette conférence de presse pointent aussi du doigt les moyens de contrôle mis en place par l'État. Le code minier censé apporter des solutions contient à leurs yeux beaucoup de lacunes. Les mécanismes de contrôle doivent par conséquent être fondamentalement revus et corrigés. La crise qui secoue le ministère en charge de la fonction publique pourrait avoir un impact sur l'établissement des actes d'intégration, d'avancement ou de retraite des fonctionnaires. Les mots sont du syndicat national de gestionnaires des ressources humaines. Lors d'une conférence de presse ce matin, le syndicat a donné sa lecture de la gestion du département. L'organisation des concours de la fonction publique session 2019 a également fait l'objet d'échanges entre journalistes et responsables syndicaux. Le point avec Adama Koulibaly. Au menu de cette conférence de presse du syndicat national des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique, la gestion de la crise et d'une manière générale celle du ministère en charge de la fonction publique, l'organisation de la session 2019 des concours de la fonction publique. Ainsi, au lieu d'inviter le SINAGRH à la table des discussions, le ministre relève l'intransigeance du SINAGRH et demande l'autorisation du Conseil des ministres pour recourir à d'autres personnels et ou structures pour organiser les concours, alors qu'il est à l'origine de la rupture du dialogue. Cette manière de vouloir contourner le problème, allant jusqu'à envisager de confier le recrutement des agents de la fonction publique à des acteurs extérieurs à l'administration, est un précédent grave que le SINAGRH condamne fermement. En outre, le syndicat dit se démarquer du mode de recrutement sur mesure nouvelle qui est en hausse et pourrait impacter l'organisation 2019 des concours de la fonction publique. Ce type de recrutement constitue une violation flagrante du principe d'égal accès aux emplois publics reconnu à tous les Burkinabés. En effet, l'obligation de publicité de l'offre de recrutement ne sera pas respectée, écartant du même coup le citoyen lambda coupable de ne pas avoir la bonne carte politique. Et pour le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique, les conséquences de cette crise, si elle perdurait, pourraient être impactées à plusieurs niveaux. En effet, plusieurs actes de carrière sont de nos jours en souffrance dans les structures de gestion des ressources humaines, parmi lesquels plus de 10 000 actes d'intégration et de reclassement à élaborer au profit des sortants des écoles et centres de formation professionnelle. Plusieurs milliers d'actes de retraite à élaborer. Une centaine de demandes de régularisation de situations administratives sans lesquelles les intéressés ne peuvent percevoir les salaires. Plus d'une centaine d'agents à avancer sur la période 2017-2018. Le SINAGRH interpelle les plus hautes autorités à se saisir de ces différentes questions pour trouver des solutions aux préoccupations soulevées. Et puis cette brève avant de poursuivre, dans un rapport publié ce 9 juillet, l'ONG Oxfam International révèle que les gouvernements d'Afrique de l'Ouest sont les moins engagés d'Afrique dans la réduction des inégalités. Un rapport qui indique également que les pays de la CEDEAO sous-financent le secteur agricole et sous-taxent les entreprises et les plus riches. Toujours selon ce rapport, le Burkina Faso est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à figurer parmi les 10 pays les plus engagés en matière de dépenses sociales sur le continent. Le Burkina Faso est classé premier dans la sous-région devant le Sénégal et le Mali. C'est un projet intégrateur initié par deux peuples amis. Le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou prend progressivement forme. L'étude d'impact social et environnemental du tronçon Bobo-Dioulasso, frontière de la Côte d'Ivoire, est déjà bouclée. Elle a été présentée aux acteurs concernés ce 9 juillet dans la ville de Sia. Konsoun Milogo, Moumouni Baro. Des acteurs impliqués dans la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou sont en concertation. Venus des régions des Cascades et des Hauts-Bassins, ils prennent connaissance du contenu des études d'impact social et environnemental dans cette infrastructure dans son tronçon Bobo-Dioulasso, frontière des Côtes d'Ivoire.
Vous avez ce tronçon, il a des contraintes très très importantes, soit du point de vue touristique, économique et même archéologique. Tous les experts ils étaient concernés, chacun dans sa volée, donc je pense qu'on a tous les éléments pour permettre aux autorités de faire le meilleur choix parmi les variantes qu'on va proposer. Il est nécessaire que le consultant qui a eu à mener les études puisse nous donner la restitution des éléments collectés, la restitution de la proposition d'aménagement du tracé, aussi effectivement toutes les observations qui ont été prises dessus, en tout cas avec les différentes parties. La réalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou s'inscrit dans le programme d'action communautaire des infrastructures et transports routiers de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Commission a un mandat régional. Il faut des infrastructures de transport de qualité. Et c'est dans ce cadre que, suite à une requête donc, des deux États, de la Côte d'Ivoire et du Burkina, dans le cadre de leur TAC, le traité d'amitié et de coopération, qu'une requête a été adressée à la Commission. Cet atelier de restitution des études d'impact social et environnemental constitue les travaux préliminaires pour la réalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou dans sa partie Bobo-Dioulasso, frontière de Côte d'Ivoire. Coût de ces travaux préliminaires, 1,280 milliard de francs CFA. La construction et le bitumage d'une route du quartier Karpala à Ouagadougou a, elle, largement dépassé le stade de projet. Sur place, l'entreprise en charge des travaux est à l'étape de la pose du bitume. Les usagers qui prendront certainement moins de poussière cette année sont heureux et attendent l'achèvement du chantier. Le constat avec Jean-Eudes Bayala et Abdoul Rasmane Zongo. Plus que quelques jours, voire quelques 3 petites semaines, et le calvaire ambiant, les désagréments quotidiens des populations riveraines de Karpala deviendront totalement un vieux souvenir. Et pour cause, les travaux de construction, surtout de bitumage, des rues 30-161 et 30-260 de l'entreprise Global Construction sont nettement avancés. La première rue est déjà carrossable et au grand bonheur des premiers bénéficiaires. Quand on regardait, on ne savait pas où passer même pour aller même au travail, souvent même au campus. Si tu n'étais pas ici, tu ne pouvais pas remarquer comment la voie était, parce que la voie même était délabrée, on ne pouvait même pas passer. Quand il pleut seulement, on ne peut pas. Donc à travers les travaux, on apprécie beaucoup, parce que même quand on regarde la qualité du goudron, bon, en tout cas ça va. Il reste des petits travaux de finition, de revêtement, entre autres, et sur le terrain, ouvriers et techniciens mettent les bouchées doubles pour une fin heureuse. Ce projet est constitué de 2 rues, une en une fois 2 voies de 900 mètres, 950 mètres précisément, et l'autre en 2 fois une voie de 700 mètres linéaires, dont le tout fait 1,5 km. Nous sommes à un taux d'exécution de 60% pour un délai d'exécution de 61% par là. Donc ce qui veut dire que ce chantier, il a démarré précisément en février pour 8 mois et il ne reste que les travaux de revêtement d'une voie. Selon le directeur technique de Global Construction, les travaux s'achèvent d'ici la fin de ce mois de juillet. Les riverains des 3 barrages de Ouagadougou ont pu le constater après les premières grandes pluies. Ces retenues d'eau qui sont donc très importantes pour la production d'eau potable, la production de contre-saison et la pêche ont été envahies par la jacinthe d'eau, une plante envahissante et nuisible à l'écosystème aquatique et aux activités menées par les usagers. Comment expliquer la présence de cette plante et quelles sont les actions entreprises pour nettoyer les barrages? La réponse dans ce reportage signé Salifou Belem et Ismaël Diloma Sirima. L'hivernage est de retour et la jacinthe d'eau fait son apparition dans le barrage numéro 2 de Tanguin. Cette plante constitue une menace pour la faune aquatique du barrage, de même que pour les activités économiques. L'agence de l'eau du Nakambe se dit conscient de cette menace
Et c'est pourquoi elle a lancé cette opération pour débarrasser le barrage de cette plante envahissante. Nous avions mis en place un système de contrôle qui consistait à travailler sur les niches de la plante pour la détruire pendant la saison sèche. Et en 2017, nous avons fait ce travail. Vous n'avez pas vu de prolifération. En 2018, nous avons également réussi ce travail. Mais en 2019, le mécanisme n'a pas pu être financé à temps. La seule chose à faire pour cette plante-là, c'est l'arracher simplement. Elle est là, il faut s'en débarrasser. Parce que si on la laisse, elle va envahir largement, totalement les retenues. Et partout au monde, c'est la méthode de lutte la plus publicitée. L'opération a débuté le 17 juin dernier. Elle est menée par l'association des pêcheurs du barrage de Tanguin. Ils promettent venir à bout de cette plante aquatique envahissante d'ici le mois d'août. Notre équipe est composée de 60 personnes. Bon, nous travaillons, nous avons commencé le 17, nous allons travailler pendant un mois. Il n'y a pas de problème, si c'est au niveau de ça, il n'y a pas de problème. C'est notre métier, nous exerçons ça pendant longtemps, donc on sait comment l'attaquer pour l'amener au succès, quoi. Après l'arrachage, les plantes de jacinthe d'eau sont déposées aux abords de la route pour leur enlèvement, ce qui a tendance à obstruer la voie et augmenter les risques d'accident. La jacinthe d'eau est certainement bien connue par les agents des eaux et forêts et le ministère de l'Environnement est également impliqué dans la préservation des ressources en eau au Burkina. Pour l'heure, il élabore son plan triennal de formation 2019-2021, un plan de renforcement des capacités qui va toucher plus de 2000 agents du dit ministère. Salifou Belem, Oumar Zombré. Valider le plan triennal de formation 2019-2021, c'est l'objectif de cet atelier qui réunit les acteurs du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. À travers ce nouveau plan de formation, le ministère en charge de l'environnement espère former 2075 agents, tous profils confondus. Aujourd'hui, il est démontré que lorsqu'un personnel n'est pas formé, il ne peut pas atteindre un résultat. C'est dans ce sens que le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le Luxembourg, nous avons élaboré un plan de formation et de renforcement des capacités sur les 3 ans à venir, 2019-2021, d'un coût total de 520 millions. Donc cette année, nous aurons pratiquement 152 millions de formation. Il faut signifier que cette formation n'est pas destinée uniquement qu'au cadre supérieur. Parce que dans un département ministériel, l'ensemble des agents concourent aux résultats. Donc, à travers ce plan, vous aurez le chauffeur sera formé, la secrétaire sera formée, l'agent de liaison sera formé et le directeur sera formé. Et nous pensons que cette mise à niveau, avec l'évolution de tout ce que vous connaissez comme méthode, comme législation, permettra au ministère d'atteindre ces résultats. Le précédent plan triennal de formation 2016-2018 a permis de renforcer les capacités techniques et managériales de 2073 agents, dont 308 femmes. Les changements climatiques impactent de plus en plus la vie des communautés à travers le monde et la question de la résilience se pose avec acuité. L'institutionnalisation de la gestion durable à la base communautaire des risques de catastrophe est au centre d'un atelier initié par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Isaka Ouedraogo, Tanga Kafando. Comment prévenir les catastrophes naturelles et que faire en cas de catastrophe? Le réseau MARP outille ses représentants de 10 régions du Burkina. Les bonnes pratiques en cas d'inondation, de vents violents ou de sécheresse, c'est le contenu de cet atelier qui regroupe une vingtaine de participants. Chacun serait outillé à apporter leur contribution, leur concours aux communautés de base qui souvent vivent dans l'ignorance. Ils sont là assis et que quand la situation arrive, ils crient, demandent secours. Alors que nous pensons qu'on peut d'abord aller vers eux pour qu'ensemble, à la base, qu'on puisse prévenir les risques de catastrophes. Mieux vaut prévenir que de guérir. 140 220 sinistrés, 31 morts et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan des catastrophes naturelles enregistrées au Burkina Faso ces 3 dernières années. Et pour le réseau MARP, il faut désormais anticiper et préparer les populations à la base, à la prévention et à la gestion des catastrophes. Prévenir d'abord la catastrophe et se prendre en charge au cas où
la catastrophe intervient. Donc chaque acteur doit pouvoir renforcer sa résilience après, en tout cas, la tenue de cet atelier. Renforcer la résilience des populations à la base, c'est la tâche qui revient à chaque participant une fois de retour dans sa région. Le Burkina examine son deuxième rapport de suivi de la déclaration de Malabo adoptée en 2014. Elle vise le recyclage du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Les travaux de l'atelier national de validation du rapport pays ont débuté ce matin à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala, Caroline Ouare. Rendez-vous tenu pour le Burkina dans le cheminement pour la mise en œuvre de la déclaration dite de Malabo, déclaration en vue de la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique. Pour la seconde fois après 2017, le Burkina tient son atelier biennal de validation du rapport national de suivi de la déclaration. Ça va nous permettre de pouvoir apprécier l'état d'avancement des indicateurs et de voir par rapport aux engagements de Malabo, quels sont les investissements qui ont été réalisés dans notre pays. En effet, les chefs d'État avaient pris l'engagement d'investir dans le domaine de l'agriculture avec au moins 10% de leur budget. Ensuite, ils avaient aussi pris la décision d'accompagner les exploitations familiales pour renforcer leur résilience, mais également de rendre opérationnelle la zone de libre-échange continentale. Cet atelier marque la dernière étape du processus d'élaboration du rapport pays. Une étape suivie de près par les partenaires techniques et financiers qui saluent le travail des experts burkinabés au regard du contexte sécuritaire et budgétaire défavorisant. Nous sommes là pour accompagner aussi, au-delà de ça, dans la force de mobilisation des ressources pour que les défis soient surmontés ou mitigés. Un rappel, c'est lors de la session ordinaire du sommet de l'Union africaine tenue en juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, que la déclaration dite de Malabo a été adoptée. Une déclaration qui reconduit le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique sur une période de 10 ans à compter de 2015. Des leaders d'associations féminines s'instruisent sur la promotion de la culture de la tolérance et de la paix au Burkina. La formation a lieu à Tinkodogo sur l'initiative du ministère des Droits humains et de la promotion civique. Des précisions avec Césaire Carfo et Mounira Kéré. Elles sont toutes des représentantes d'associations féminines de la région du Centre-Est et elles s'informent ici à Tinkodogo sur les mesures à prendre pour prévenir la violence et les conflits au sein des populations. C'est les femmes qui sont concernées. Lorsqu'il n'y a pas la paix dans le pays, la femme en tout cas est la première à être vraiment touchée. Et je pense que c'est une formation, elle est la bienvenue pour les femmes. À l'initiative du ministère des Droits humains et de la promotion civique, elles ont 3 jours pour renforcer leurs compétences, 3 jours à la suite desquels elles se constitueront en réseau afin de mener des actions de sensibilisation sur la promotion de la tolérance et la préservation de la paix. Il s'agira pour les femmes de parcourir un peu la région, n'est-ce pas, à travers des actions de sensibilisation, de formation au profit donc de leur paix. Voilà, parce qu'au cours de la formation, il faut dire que les femmes vont dégager, n'est-ce pas, un plan d'action. Voilà, elles vont dégager des actions concrètes et qu'elles vont, à travers donc les réseaux-là, mettre cela en œuvre. Cette session s'inscrit dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution qui engage les États membres à faire participer les femmes aux négociations et aux accords sur les règlements des conflits et la consolidation de la paix.
La préservation de la paix et de la cohésion sociale, la communauté musulmane en fait également son cheval de bataille. Elle a organisé un séminaire de formation des imams et prédicateurs de la région du centre. Les prêches et les sermons ont porté essentiellement sur la paix et la tolérance pour un meilleur vivre ensemble au Burkina. Amando Ilboudo, Draman Guéné. Ils sont plus de 150 imams à prendre part à cette formation. Durant 3 jours, ces chefs religieux vont s'imprégner de la notion de sécurité en islam et du rôle de l'imam dans la société. Il faudra que nous-mêmes, les musulmans, qu'ils pensent qu'ils sont les plus nombreux, qu'ils pensent qu'ils se donnent des formations pour encadrer les choses, pour qu'on sache que les musulmans doivent se comporter envers l'autre comme ce qu'il veut de lui-même, qu'il veut de ça à son prochain. C'est pour ça que nous avons demandé de nos imams-là de transmettre ces formations-là aux autres imams. À leur retour aussi, ils vont être en même temps des formateurs aussi, pour donner le même message. Les imams ont aussi prié pour le retour de la paix au Burkina et la restauration du vivre ensemble. On a eu dans cette formation beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de conseils. Comment on va appeler les populations, surtout au niveau de la sécurité. Comment l'imam doit faire pour pouvoir sécuriser son entourage à la mosquée, dans les secteurs, partout. Il est prévu dans les jours à venir la formation des imams dans toutes les 45 provinces du Burkina. La communauté musulmane envisage aussi la mise en place des comités de suivi des prêches et des émissions dans les médias. Et vous l'avez suivi certainement sur nos antennes, les tirs au but ont été fatals pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont donc éliminés de la CAN 2019 par les Fennecs d'Algérie au terme donc des temps réglementaires et même de la prolongation. Les deux équipes avaient fait jeu égal, un but partout. Le résumé du match avec Abdoulaye Kabouri. Les Fennecs d'Algérie en demi-finale de la CAN 2019. Et ce sont les tirs au but qui leur ont souri. Et ce, face aux éléphants de Côte d'Ivoire. 5 tirs de réussis à 4. Les qualités des deux équipes impressionnent plus d'un en première période. Max Alain Gradel se signale dès la 5e minute et trouve le poteau. Les Fennecs très en verve donnent la réplique de la belle des manières à la 21e minute par Sofiane Fegouli. Les coéquipiers du capitaine Sérédier cherchent à rétablir la parité au score. Max Alain Gradel, encore lui, n'aura pas de baraka. La pause intervient sur un avantage de l'équipe maghrébine. Le second acte voit une équipe algérienne très entreprenante. Elle obtient un penalty. Boumédia se charge de se rendre justice, mais se loupe. Les Ivoiriens, eux également, vont se créer des occasions de but. Ils parviendront à égaliser à la 62e minute par Jonathan Kodia sur un travail d'orfèvre de Wilfried Zaha. L'égalisation de Kodja pour la Côte d'Ivoire, on la sentait venir. Côte d'Ivoire 1, Algérie 1. Le pays de l'ancien international Lakhdar Belloumi opte pour l'offensive. Bounédia ne réussit pas à battre Sylvain Gouault. Il a fallu également le sauvetage d'Amadou Bakayoko pour garder le score en l'état. Les occasions manquées sont légion. Finalement, le score reste 1-1 et l'on a recours aux prolongations. Les 30 minutes supplémentaires n'ont pas permis aux deux équipes de se départager et l'on a recours au tir au but. La suite, on la connaît. On en est loin. L'Algérie qui va passer en demi-finale. Voilà, la Tunisie qui a également obtenu donc son ticket pour les demi-finales de la CAN 2019 en battant Madagascar sur le score sans appel de 3-0. L'information a été confirmée par le ministère français des armées. Des missiles de l'armée française ont été retrouvés aux mains des combattants proches du Marshal Haftar en Libye. La France précise par ailleurs que ces armes étaient hors d'usage.
L'affaire est des plus embarrassantes pour la France. Paris vient de reconnaître que les missiles découverts fin juin en Libye sur une base qu'avaient occupée les forces du maréchal Haftar lui appartenaient bien, comme l'a révélé le New York Times il y a 2 jours. L'article affirmait que ces 4 missiles anti-chars avaient été achetés par la France aux États-Unis. Comment se sont-ils retrouvés en Libye aux mains des rebelles ? Le ministère de la Défense répond qu'il s'agissait de protéger un détachement français déployé à des fins de renseignement. Il assure aussi qu'ils étaient hors d'usage et devaient être détruits. Un demi-aveu qui confirme l'ambiguïté de la position française en Libye et entretient le doute sur son implication réelle. Paris dit soutenir le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour sa lutte contre les groupes sunnites extrémistes. Mais ce dernier est en guerre ouverte contre le gouvernement d'union nationale reconnu par les Nations Unies et tente de conquérir la capitale Tripoli. Le fait que ces missiles aient appartenu à la France soulève aussi la question d'une possible violation de l'embargo sur le transfert d'armes à la Libye. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.